Fait que les particularités du projet, notre client à nous, SNC-Lavalin, dans les 3 projets que je vous ai présentés, notre client, c'était toujours Nordic. Dans ce projet-là, nous, notre rôle, c'était d'offrir les services d'ingénierie pour Nordic dans le cadre d'un projet design-build. Donc, désolé, le client de Nordic, c'était l'entrepreneur Pomerleau. C'était un clé en main. Donc, la façon que le projet s'est déroulé, il y a les architectes à Québec et les ingénieurs à Québec qui ont préparé un appel d'offres qui montrait dans leur plan la géométrie qu'ils voulaient atteindre, la dimension des arches, etc., avec un devis de performance qui donnait toutes les charges de conception, etc., à respecter, et un appel d'offres pour des manufacturiers qui a été lancé. Et, je ne me trompe pas, on est Nordic et SNC-Lavalin, nous, en tant que sous-traitants, et FGP, qui est le monteur, on était les 2 sous-traitants de Nordic. On était les seuls à avoir déposé une offre, puis on a gagné. Donc, notre mandat, c'était pour la conception de toute la toiture et les murs en bois, de fournir la conception sismique, les plans d'ingénierie, la conception de tous les assemblages, la validation des plans de fabrication qui étaient, eux, préparés par Nordic. Puis les particularités, il y a eu beaucoup de coordination à faire avec l'ingénieur de référence de projet, qu'eux, ils s'occupaient des fondations, donc on devait leur fournir les réactions de notre superstructure. Et autre particularité, la géométrie. Il y avait d'autres précédents de ce stade-là. Il y a, je pense, au moins 2, si ce n'est pas 3 autres stades en arche qui ont été construits avant ce projet-là. Ça, c'était le dernier de cette mode-là. Nous, on avait participé au stade Chauveau avant, donc on avait appris un peu de ce qui avait été fait là, puis on a amélioré par rapport à TALUS. Donc, le projet est situé à Québec. C'est vraiment sur le campus de l'Université de Laval. Les données de base qu'on avait comme point de départ pour le projet, mais on avait les plans d'architecture. Fait qu'ils nous demandaient qu'on ait des arches. On savait qu'il y avait des butées de béton. La géométrie était fournie. On savait, nous, notre mandat, c'était de la pin à l'autre pin, incluant l'assemblage, les ferrures d'acier. Notre mandat incluait la toiture, incluait les colonnes tout le tour. Ce qui était hors de notre mandat, c'était la portion en béton puis en acier qu'on voit à droite ici, là, qui était les estrades puis les loges. Ça faisait partie du mandat de l'ingénieur de référence. Ah, désolé. La portée libre qu'on avait besoin, c'était 68 mètres. Portée libre en hauteur, on avait 18 mètres comme montré comme sur la cote. Là. Puis la clairance libre là, je ne l'ai pas là-dessus. Là. Données de base. On a. Ça, c'était les culées. Ça c'était dans les plans d'architecture. On savait qu'on allait venir s'appuyer sur des culées de béton qui étaient sur pieux, là, si je ne me trompe pas. On savait également qu'ils voulaient des murs de cette géométrie-là. Fait que ça, c'est les murs aux extrémités. Puis ça, c'est les murs transversaux. De ce concept-là. Il y avait tout un système de gouttières qui était intégré dans la toiture là, qu'on devait considérer. Bon, les normes de conception, mais c'est semblable à tantôt. Là, on avait la code de construction du Québec, là, au 86, S16, l'Eurocode et le code suisse là, qu'on a quand même toujours utilisé comme référence dans ces projets-là. Donc, comme charge de conception de base qui était fournie dans les documents d'appel d'offres, on devait considérer les différents cas de chargement avec plein, avec tous les débalancements possibles. On avait nos charges mortes, charges de vent et charges sismiques. Québec, c'est quand même une ville que les charges de vent sont quand même assez élevées et les charges sismiques sont quand même assez considérables également. Juste pour revenir au cas de chargement, ça, c'est le cas de chargement uniforme, c'est ce qui est le plus critique en termes de poids total, évidemment. Mais ce qui est le plus critique pour un élément en arche, c'est tout le temps les cas de chargement débalancés. Quand on a une arche, puis si c'est une charge constante, théoriquement, on est en compression constante. Mais du moment qu'on met une charge débalancée, là, on rentre des efforts de flexion dans l'arche, puis c'est ça qui finit par contrôler notre conception. Donc, dans ce que je vais vous présenter, là, je vais commencer par parler des arches.
On avait des poinçons, on avait une poutre cintrée, puis on devait regarder la stabilité du déversement. Je vais juste revenir à la slide avant. Bon, on a les arches principales. Ensuite, dans le concept architectural, il y avait, on voit ici en haut la toiture qu'on appelle, c'est des poutres cintrées qu'on appelle, là, c'est la géométrie particulière de la toiture. Ça a été développé de base, ça a été développé pour réduire les charges de neige, parce que plus tu es en forme de dôme circulaire, plus les charges de débalancement peuvent être élevées. Fait que ça, c'était le principe derrière la toiture, puis il y avait un aspect fonctionnalité également là, par rapport à les loges, etc. Là, mais c'était pour, avoir une toiture le plus plat possible, tout en gardant une géométrie un peu cintrée. Donc, la toiture en haut ici là, est reprise par des poinçons qu'on appelle. C'est des éléments en acier, des tubes ronds qu'on va voir tantôt, là, qui relient les arches à la toiture supérieure. Donc, quand je parle de poinçons, bien, ça, c'est des poinçons. Bon. Fait que, première chose qu'on a dû faire, c'est la conception des arches. Ensuite, on a fait de la conception primaire des pannes et du platelage, la conception des murs. Ensuite, on a fait une analyse sismique pour voir les efforts puis augmenter les éléments en conséquence par rapport aux efforts axiaux. Puis ensuite, on a fait de la conception de tous les assemblages. C'est un peu le cheminement qu'on a utilisé dans le projet. Encore une fois, par rapport aux contraintes de construction, on parle de 70 mètres, soit 68 mètres, mais en termes d'arches, c'est un peu plus long. Donc, considérant que la capacité de fabrication, c'est de 25 mètres pour Nordic, on savait qu'on aurait au moins 3 joints de transport. Donc, les arches, on allait les livrer en 4 morceaux. Comme point de départ, on s'est dit, il y a 2 types d'arches qui existent. Il y a des arches à 2 pins, puis des arches à 3 pins. Nous, on a décidé dès le début d'utiliser un arche à 3 pins, donc on a une pin en haut dans le centre, pour faciliter l'installation. Ce qu'on voulait, c'est de préfabriquer une demi-arche, puis une autre demi-arche, les piner en bas, puis venir les piner en haut, fait que, pour faciliter l'installation. Fait que c'est des arches à 3 pins. Donc, on a fait des modèles d'éléments finis. On est parti du CAD et on a extrait des DXF pour l'insérer dans RSAP là, pour ce projet-là, je crois, qu'on voit ici. Donc, puis là, on voit les cas de chargement. Là. Donc, on a rentré tous les cas de chargement. Ça faisait au total 274 combinaisons de charges quand on considérait tous les différents cas de vent, de neige, etc. Là. Fait que vive les logiciels pour ça. C'est ça, 5 cas de neige puis 12 cas de vent. Tout ça pour aller chercher une enveloppe d'effort maximum, puis c'est avec l'enveloppe qu'on travaille. Donc, on voit ici en flexion, notre enveloppe en flexion nous donnait un moment maximum de 1850. On voit que c'est 0 en haut parce qu'il y a une pin, 0 aux extrémités. Ce que ça donne, en fait, c'est que le moment maximum est exactement aligné avec notre joint de transport. Ce qui est malheureux, ce qu'on essaie d'éviter normalement. On aurait aimé ça mettre des joints de transport où le moment est le moindre. Mais à cause des contraintes de fabrication, on n'avait pas le choix. Fait qu'on se retrouve avec nos joints de transport vraiment dans au pire endroit. En termes de compression, mais c'est une compression assez constante là, de 2500 kN. Puis en cisaillement, mais ça varie là, selon la position des poinçons, etc. Mais on avait un cisaillement max de 400 kN. Ici, on voit ça, c'est les efforts dans les poinçons. Donc, au centre, il n'y a pas de poinçons parce que l'arche et la poutre cintrée se rejoignent. Mais là, on voit les poinçons. Puis, on avait des poinçons qui étaient quand même assez longs. À droite, là, on voit, ils sont quand même très, très longs. Donc, ça a fallu les concevoir en conséquence. On avait à peu près 700 kN dans certains poinçons. Il y en a qui étaient en traction, il y en a qui étaient en compression. Puis ensuite, la poutre cintrée, celle qui fait la toiture, on avait on savait que celle-là ne serait pas continue, là, donc on avait modélisé avec des joints de transport. Là, puis qu'on avait des endroits où on a le moment qui était égal à 0. Mais l'enveloppe maximum, c'était aux alentours de 400 Nm, puis avec une compression de 500, une traction de 700, puis un cisaillement de 200. Donc,
après avoir tout considéré les charges, bien, ça nous donnait que nos arches, ça prenait des membrures de 276 de largeur par 1200 aux extrémités jusqu'à 1800 au centre. Ça, c'était un des concepts de l'architecte qui voulait avoir un arche cintrée, donc avec une géométrie variable. Mais nous, on avait besoin de 1800 à notre moment maximum, donc c'est comme ça qu'on... Puis 1200 aux extrémités pour le césarement, etc. Fait que, l'architecte il avait suggéré ce qu'il voulait, mais en fait, c'est nous qui avons déterminé ce que ça prenait. Donc. Ensuite, les poinçons, bien, on a des tubes HSS ronds qui varient là, dépendamment des poinçons. Là. Ça varie entre du 6 pouces puis du 8 pouces et demi. Et ensuite, la poutre cintrée, elle, est variable selon la géométrie. Là. Donc, ça c'était les dimensions. Donc, une fois qu'on avait conçu nos arches, une des étapes critiques, c'était de concevoir le système de retenue latérale des arches. Ça, c'était quelque chose qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. Là. Il n'y avait pas beaucoup de références. Il n'y avait pas de méthode très claire dans des livres de référence, etc., par rapport à des arches. Donc, on est parti un peu des principes de poutres d'acier et les efforts de déversement à considérer. Puis, on a développé un système là, de reprise de force latérale pour la stabilité. Donc, on a rajouté 13 rangées de stabilisateurs. Puis ça, on va le voir tantôt, mais ça, c'est des éléments qui viennent rechercher notre diaphragme en haut. Fait que en rouge, c'est notre diaphragme. Puis les éléments stabilisateurs, c'est des poinçons en angle qui viennent chercher notre diaphragme. Fait qu'ils ont, tous les éléments, tous les stabilisateurs ont des géométries différentes dépendamment de la distance entre l'arche et le diaphragme. Et fait que pour faire le cheminement des efforts, on a nos efforts qui rentrent dans notre poutre, nos efforts gravitaires. La poutre veut déverser, est retenue par le diaphragme, puis le diaphragme ramène ça aux extrémités dans les contreventements. Fait que vraiment, le cheminement complet, c'est ça. Puis après ça, ça s'en va dans les fondations. On voit ici, ça c'est deux coupes typiques. Je l'ai mentionné, il y en avait 13 éléments stabilisateurs, ça, c'en est 2. En haut, ça, c'est dans le haut de l'arche, puis ça, c'est vers le bas. On voit que ça ici, c'est l'arche, puis ça, c'est notre poutre cintrée au-dessus. En bas, ici, c'est l'arche, puis la poutre cintrée est beaucoup plus... la distance est beaucoup plus grande ici, fait que on avait tout un système de contreventements verticaux pour toujours retenir le haut et le bas des arches qui étaient transférés ensuite vers notre diaphragme en haut. Fait que tout un système de triangulation. Ensuite, pour la conception des murs, les murs, c'était des charges de toit très minimes parce que, en fait, ça, c'est les murs aux extrémités. On avait des arches aux 8 mètres. Les murs reprenaient juste un espace tributaire jusqu'à la première arche. Fait qu'un peu de charge de toit, puis principalement des charges de vent. Donc, ces colonnes-là, c'était des colonnes qui étaient conçues en flexion-compression avec une longueur non supportée différente en pression qu'en succion. Parce qu'ici, on a notre platelage extérieur qui retient la paroi extérieure de la colonne, mais on n'a pas de retenue latérale des colonnes à l'intérieur. Fait que quand on est en succion, quand on est en pression, on est retenu latéralement, mais en succion, il n'y a pas de retenue latéralement. Fait que, une petite analyse requise là, pour définir c'était quoi la dimension des colonnes requises. Ensuite, l'analyse sismique. L'analyse sismique, on l'a faite dans les deux directions, évidemment. Dans la direction nord-sud, chacune des arches reprenait les efforts latéraux. Donc, c'était pas mal... c'était relativement simple dans la direction nord-sud. On avait 8 mètres d'air tributaire sismique sur chacune des arches qui a été considéré dans l'effort en compression. OK, puis également, on avait des contreventements dans les murs d'extrémité également qu'on voit ici. Ça, c'est nos 2 murs d'extrémité. Puis encore une fois, ces murs-là, ils ne reprenaient pas beaucoup de l'effort sismique parce qu'on avait des arches à 8 mètres. Donc, ça reprenait une petite aire tributaire. Là. Dans l'autre sens, par contre, c'était des plus grosses portées. Dans le sens est-ouest, on avait 3 baies de contreventement de chaque côté de la toiture. Nous, notre toiture, notre tablier, notre diaphragme, c'était un pontage métallique qui était appuyé sur des pannes de bois.
Donc, le pontage métallique, ça a une capacité en diaphragme, mais n'était certainement pas suffisante pour les efforts qu'on avait. Donc, on a un système de contreventement horizontaux dans la toiture qu'on peut voir ici, qui sont vis-à-vis chacune des baies de contreventement, qui reprend l'effet de diaphragme. Et ici, on voit l'élévation de nos baies de contreventement. C'était des contreventements chevrons qu'on a utilisés. Ça, c'est les murs longitudinaux. Ici, on voit nos éléments de contreventement horizontaux, c'était des tiges d'acier qui variaient de 19 mm à 32 mm, dépendamment de où ce qui était. On voit ici à droite le diagramme des efforts qui sont dans le diaphragme. Et c'est une poutre à la plus simple qui doit reprendre les cisaillements et ramener ça au contreventement. Une fois qu'on avait fait cette analyse-là, on devait revenir valider chacun de nos éléments qu'on avait conçus pour les efforts gravitaires, puis rajouter des efforts axiaux qui provenaient des efforts sismiques. Fait qu'on a validé ensuite les pannes pour rajouter des efforts. Chacune des pannes qui sont vis-à-vis les X, en fait, il y a un effort axial supplémentaire à reprendre. Fait que les pannes vis-à-vis ces contreventements horizontaux-là sont plus grandes que toutes les autres pannes parce qu'il y a des efforts axiaux. Puis les connexions également ont été conçues pour reprendre des efforts en compression ou traction. Ensuite, la conception des assemblages. L'assemblage pin en haut de l'arche était très simple. C'était un assemblage de plaques d'acier avec une grosse pin. Je crois que c'était 4 pouces pour ce projet-là. Très semblable à ce qu'on a vu pour le pont. Donc, on voit ici le détail. Bon, encore une fois, le nerf à gaz, tout le temps les joints de transport. Là. Donc, ça c'est notre détail des joints de transport. On avait un moment de 1800, on l'a vu tantôt, 1800 kN à reprendre et un cisaillement d'à peu près 300 kN. Donc, le cisaillement était quand même pas substantiel. Donc, on voit ici le détail qui a été développé. On a utilisé le même type de plaque interne et de vis autoforeuses qu'on a vu sur le pont Makasagi. Donc, on voit ici ces 3 plaques internes. Dans ce cas-là, sur ce projet-là, c'était 3 plaques de 6 mm avec des vis qui sont insérées. Vous me demandiez tantôt qu'est-ce qui est à pas refaire. Ça, c'est à pas refaire des plaques internes de 6 mm. Le manufacturier le spécifie clairement dans leur littérature que le maximum que les vis peuvent forer, c'est 3 plaques de 5 mm. Dans notre cas, 5 mm des plaques, ce n'était pas suffisant pour les efforts qu'on avait dans les plaques. Donc, on n'avait pas le choix d'y aller avec des 6. Et on a eu de la misère au chantier. On a perdu un certain pourcentage de vis, 2 % à peu près. Avec des plaques de 5 mm, on n'aurait jamais perdu aucune vis. On en a perdu quelques-unes. Fait qu'on a dû contrevalider nos choses. Puis finalement, ça s'est bien passé. On a eu le nombre de vis qu'on voulait, mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose à ne pas refaire. Des plaques de 6 mm. Il faut se tenir à ce que les fiches techniques des manufacturiers nous donnent. Fait que ça, c'est... les éléments de l'arche étaient livrés au chantier, puis ces assemblages-là étaient faits au chantier. Ils couchaient la demi-arche sur des chevalets, puis ils faisaient ce joint de transport-là au chantier. Ici, on voit le détail de ferrure à la base des arches. C'est encore une pin 4 pouces, c'est ça, une pin de 4 pouces avec un assemblage qui reprenait principalement de la compression. Les détails de poinçons, bien, les poinçons, c'était des tubes HSS avec des pins aux extrémités. On voit ici le détail. Il y avait des plaques internes qui étaient encastrées dans les arches pour reprendre des efforts de cisaillement en pression de contact. Il y a beaucoup de détaillage qui est rentré dans chacun de ces assemblages-là. Puis juste pour un exemple, ça c'est un dessin d'atelier d'une poutre qui montre tous les percements qui sont... Fait que ça, ce type de dessin-là, en fait, est donné directement à la machine CNC, puis tous les trous sont placés vraiment avec une précision incroyable. On voit tous les différents détails.
Ici, on voit le détail du joint de transport, mais ça, c'était usiné avec la machine CNC. C'était nos traits de scie qui étaient requis pour insérer nos plaques internes. Je ne l'ai pas mentionné, mais bon, il y avait 3 plaques internes en haut, 3 plaques internes en haut et en bas. Ça, c'était pour reprendre le moment. Puis le cisaillement était repris par les plaques centrales. On voit ici au chantier, ils sont en train de justement installer ces plaques internes-là. On voit que deux sections d'arches sont installées sur des chevalets. Puis ça, c'est la machine qui fore les vis autoforeuses. Une des complexités, c'est toujours lever la première arche. La première arche est levée, puis il faut la retenir latéralement avant qu'il y en ait quelques-unes qui sont levées à côté pour pouvoir les contreventer une dans l'autre pour qu'ils se tiennent. Fait que pour ce projet-là, on voit un peu les câbles d'acier qui ont été installés. On a enfoui des grosses bases de béton dans le sol, puis avec des câbles de chaque côté de la première arche qu'on voit ici puis de l'autre côté. On installe la première, on la gaille avec des câbles d'acier puis avec des bases de béton. La logique, c'est peut-être un peu surprenant, mais la norme exige que l'étaiement temporaire soit conçu pour les mêmes charges de vent permanentes que le bâtiment. Fait qu'il faut quand même considérer du vent à 1 en 50 pour les charges temporaires. Fait que c'est une chose à garder en tête, qu'il faut utiliser la pleine charge de vent. Fait qu'on a quand même des arches qui ont une bonne poussée au vent. Donc, mais une fois que la deuxième et la troisième sont installées, puis les contreventements sont mis entre les arches, bien là, ça se tient très bien. On voit ici, pendant le montage, on voit ici tous les détails des poinçons. Vraiment, là, il y a toute une diagonale, tout un patron de diagonale dans tous les sens. Beaucoup. Écoute, le modèle de fabrication, tout est modélisé en 3 dimensions dans CADWorks par Nordic. Fait que chacune des poutres, chacune des pièces, tout est modélisé puis envoyé directement à la machine CNC. C'est des centaines et des centaines, 1000 plus heures qui rentrent dans un modèle comme ça. On voit ici une autre photo. Puis là, le produit final, ça c'est de l'extérieur. Ce qui est intéressant du projet, c'est qu'il y a le stade, le terrain de football qui est juste à côté, extérieur. Il y a des gradins. Il y a les loges qui permettent de voir sur le stade de soccer extérieur, mais aussi qui permettent de regarder pour le stade, le terrain intérieur. On voit les photos des différentes ferrures à l'intérieur, les grosses coulées de béton. On voit le platelage d'acier en haut, toutes les diagonales qui ont été mises pour les contreventements latéraux. Être présent sur place, c'est vraiment magnifique comme bâtiment. C'est vraiment un beau mariage d'acier, bois, béton. Et ça fait le tour. Avez-vous des questions par rapport à Stade TELUS? Oui. Vous étiez le seul soumissionnaire sur ce contrat-là? Oui. Parce qu'en fait, le concours était ouvert au national ou bien à l'international? C'est un appel d'offres public. Je crois que c'était sur SAO. Donc, au Québec, normalement, c'est ça. Donc, tous ceux qui veulent soumissionner peuvent soumissionner. Mais en termes de manufacturiers au Québec, ils sont capables de faire un bâtiment de même, il n'y en a qu'un. Il y en a dans l'Ouest, Canadiens qui sont capables de le faire, mais les gens de l'Ouest ne viennent pas soumissionner au Québec. Il y a comme une limite de frontière. Là, pardon? Oui. Oui, puis non. C'est sûr qu'en tant que, là, sur cette équipe-là, on faisait partie de l'équipe du manufacturier, fait que c'est intéressant qu'on ait gagné. Mais en tant qu'ingénieur qui spécifie des projets, qui sort en appel d'offres, c'est intéressant d'avoir plusieurs soumissionnaires pour faire réduire les coûts. Fait que c'est oui puis non. Je pense qu'une compétition saine est bonne pour toute construction parce que
sinon, ça permet de régulariser les coûts puis de s'assurer qu'on fait des projets qui sont capables de compétitionner contre l'acier puis le béton. Tout ça fait par curiosité. Celle en fait de Lucas, est-ce qu'il y avait d'autres soumissionnaires? Je sais qu'il y avait la compagnie de ceux qui ont fait le toit. Le toit, bien, le toit est en aluminium. Ça a été à travers un projet de recherche producteur d'aluminium. Pardon? C'était Alcoa. Oui, OK, ouais, c'est ça, effectivement. Puis, mais pour la structure de bois, je ne sais pas combien de soumissions qu'il y a eu. Ça, je peux pas vous répondre. Ça c'est quand même une envergure un petit peu plus petite, mais non, je ne peux pas vous répondre combien de soumissionnaires il y a eu. C'est donc plus petite que celui-là? Oui, 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 oui. Oui, parce une patinoire, c'est plus petit qu'un. Fait que c'est. Tu sais, les portées, c'est plutôt dans du 40, 45 mètres versus du 70 mètres. Ouais. Fait que, ouais.